Les marchands et les politiciens n'ont de différent que le nom. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la tour de commandement, l'émission où on aime parler du commandeur, ici Héronym, j'espère que vous allez bien. Alors du coup, encore une fois, une nouvelle situation de carte. Alors cette fois-ci, je vais vous aider un petit peu parce que celle-ci va être un peu plus compliquée. C'est vrai que j'ai pris des choses un petit peu connues auparavant. Donc je vous rappelle, les marchands et les politiciens n'ont de différent que le nom. Alors là, c'est une traduction que je vous fais parce que, évidemment, la carte n'existe que en anglais. Elle n'est pas dans la couleur du jour, et j'attends vos résultats dans les commentaires de la vidéo. Alors évidemment, la semaine dernière, c'était Tetsuko Umezawa, la fugitive de Dominaria. Bon voilà, c'est une carte assez connue, voilà, qui a un petit peu été jouée du coup dans notre format, ainsi que éventuellement en standard, en limité, c'est assez efficace. Donc bon voilà, bref, on va pas en reparler. Cette semaine, on est là pour parler de la suite de notre mini-série, sur les meilleures cartes des différentes couleurs. Et cette semaine, on s'attaque sur, en fait, à du lourd. Autant la dernière fois, j'avais dit le bleu, oui, ça va être compliqué, etc. Autant là, encore le noir, c'est un niveau au-dessus. Alors déjà, pour ceux qui ne sont pas au courant, tout simplement, le noir a été qualifié via les statistiques que The Command Zone avait fait. Du coup, ils avaient réuni des statistiques de plein de vidéos tournées sur le net. Je crois qu'on était à plus de 300. J'ai plus les chiffres en tête, hein, mais ça fait déjà un petit moment. Mais du coup, en fait, ils avaient établi que le noir était la couleur qui gagnait le plus souvent. Alors pas toute seule, voilà, c'était pas des mots noirs, mais en fait que à partir du moment où un deck avait du noir dedans, il avait un pourcentage de victoire supplémentaire. Bon, à partir du moment où il est certainement un petit peu optimisé, je veux dire, ne mettez pas toutes vos merdes noires en vous attendant à avoir un bon deck derrière, c'est pas le cas. Mais voilà, du coup le but c'était vraiment de dire, le noir en fait, le pourcentage de victoire est plus haut. Alors plus haut, pas grand chose il me semble, mais voilà, j'ai plus les statistiques, hein, comme je vous le dis. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est assez bien resté, et l'une des raisons principales, c'est la première catégorie qu'on va aborder. Mais avant toute chose, je tiens à vous rappeler que vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir, ça fait du bien déjà. Puis derrière, vous pouvez aussi liker la vidéo, ça fait aussi du bien. Et puis vous pouvez mettre des commentaires, ça fait très plaisir. Et puis vous pouvez même partager la vidéo, carrément, là, si vous êtes des gros fous. En tout cas, moi, ça me fera beaucoup plaisir. Et puis ça fait du bien à la chaîne derrière, ça permet de montrer qu'on est actif, etc. Et on l'est de plus en plus, écoutez, vous êtes fous, voilà, vous êtes fous, mais vous êtes géniaux, donc voilà, je suis très content de pouvoir continuer ça avec vous. Bref, alors, parlons un petit peu du noir en général. Pour ceux qui ne savent pas, le noir, en fait, il fait beaucoup de choses. C'est une couleur dans laquelle on a tendance un petit peu à sacrifier ses propres ressources, que ce soit des créatures, généralement. On aime bien les créatures, hein, sacrifier les créatures en noir, pour avoir en fait un avantage derrière. Et en fait j'ai eu un problème, c'est que je me suis rendu compte que notre théorie du cadran, voilà, je la représente, la théorie du cadran, donc comme quoi une carte pour être vraiment excellente, il faudrait qu'elle soit, qu'elle rentre dans les 4 parties de notre cadran, de notre 4 quarts, c'est-à-dire les 4 parties d'une game de Magic, tout simplement la partie où vous développez votre board, la partie où vous êtes tout le monde à ex-aequo, la partie où vous êtes en train de perdre et la partie où vous êtes en train de gagner. Le problème c'est que le noir, je trouve, il y a des cartes qui ont un impact en fait direct sur le champ de bataille, mais il y a quand même pas mal de cartes finalement qui ont un impact un petit peu sur le long terme. C'est-à-dire que c'est une valeur ajoutée au fur et à mesure, un petit peu à la manière du bleu pour certaines cartes, vous me direz, mais c'est vrai que le bleu, moi je vous ai présenté aussi des cartes qui ont un impact fixe. Là, il va y avoir des cartes qui ont un gros impact, c'est sûr, mais il y a aussi des cartes qui auront une valeur en fait par rapport au reste du deck et par rapport au jeu sur le long terme. C'est quand même un des gros intérêts finalement du noir, c'est que on joue le long terme. On joue rarement en fait au niveau du noir, même si on n'est pas comme sur du rouge en fait, où le but c'est d'aller... Enfin bon, c'est la psychologie du rouge en fait, d'avoir tout de suite. C'est vraiment là le noir, on va planifier un plan sur le plus long terme. Et du coup, ce qui fait qu'il y a des cartes dans la liste, vous allez me dire, ouais c'est pas wow non plus, mais c'est juste que leur impact il est vraiment extrêmement fort sur la durée, voilà, ou sur le plan de jeu en général. Donc voilà, ça va être un petit peu plus dans le feutré, on va dire. Pas toujours, voilà, je vous ai quand même prévu des gros trucs qui tâchent, mais voilà. Mais ça va être un peu plus dans le feutré. Donc justement, je vais commencer par quelque chose de très feutré, puisque ce sont des cartes qui n'ont pas un impact fou en elles-mêmes, mais en fait qui vont chercher les cartes qui ont un impact. Ce sont les tutos. Alors les tutors, voilà. Alors là, vous allez en plus tous les avoir en anglais, parce que voilà. Ce sont en fait les meilleurs tutors que je vous propose. Le démonique tutor, le vampirique tutor, le diabolique intent, pas le diabolique tutor, non. Alors bon, je vais faire un petit aparté là sur la traduction française. Démonique Tutor, c'est l'un des premiers tutos, il a été édité dans la première extension en alpha, et Démonique Tutor en français il a été renommé Précepteur Diabolique. Sauf que, il existe un Diabolique Tutor, qui est celui qui coûte 4, qui est un peu moins intéressant parce qu'il est plus cher,
et en fait qui dit, en fait c'est le précepteur démoniaque comme il a été traduit en français. Donc du coup ne faites pas l'amalgame entre les deux, je parle bien du démonique tutor, celui qui coûte 2. Voilà, donc tous les trois, ils font exactement la même chose, ils vont vous chercher une carte en fait, mais il y a des différences sur comment est-ce qu'ils fonctionnent. Alors déjà, il y a un point sur lequel je veux être précis et pour lequel je me suis intéressé à ces 3 cartes-là plutôt qu'à d'autres. Donc déjà, ce sont toutes des cartes qui coûtent peu cher. Parce que le fait de pouvoir jouer un sort comme ça qui coûte peu cher, éventuellement de pouvoir jouer la carte ensuite que vous êtes allé chercher, parce que ça n'a coûté que 1 ou 2 mana d'aller la chercher, je pense que c'est valable. Disons que si vous avez des tutos qui coûtent 4 par exemple, donc je prends le précepteur démoniaque, donc le diabolique tutor, oui, logique, vous allez vous y retrouver, ne vous inquiétez pas. Celle-là, elle coûte pour moi un peu trop cher en fait. Et c'est très... Bon après, si vous n'avez pas les tutos que je vous propose ici, évidemment que vous pouvez vous tourner vers ce genre de tuto-là. Après, bon, il y en a peut-être d'autres qui sont un peu plus intéressants. Mais bon, bref. Pour ces 3-là, alors déjà, une petite précision. On a 2 rituels, Démonique Tutor, Diabolic Intent, qui sont en fait, tout simplement, vous allez chercher la carte, vous la mettez dans votre main. Voilà. Sauf que Diabolic Intent a une petite différence, c'est le truc qui fait un petit coup supplémentaire et qui fait qu'il est peut-être un petit peu moins bien que Démonique Tutor. Il vous demande de sacrifier une créature. Voilà. Mais honnêtement, en fait, ça a été une réédition dans Battle Bond, et j'ai mis la main dessus, j'étais là, ah ouais, mais en fait, c'est pas mal quand je l'ai testé. C'est vraiment bon, parce que sacrifier une créature, il y a plein de créatures, généralement en noir, qu'on veut bien sacrifier, si on a de la récursion, si tout simplement on fait des jetons, etc. Enfin bon, il y a plein de moyens de le faire, et du coup, c'est pas tellement terrible par rapport aux autres. Ouais, mais les autres sont des rituels. Et Vampiric Tutor, en fait, si vous vous souvenez, je vous ai parlé de la préceptrice éclairée en blanc, je vous ai parlé du précepteur, la préceptrice mystique en bleu, et en fait le Vampiric Tutor c'est la suite de ce cycle qui met au-dessus de la bibliothèque, mais qui est jouable en éphémère. Et du coup, ce qui fait que, en gros, c'est cet intérêt-là, c'est que vous pouvez jouer du coup juste à la fin du tour du joueur précédent, et dire, voilà, comme ça j'ai ma carte, et puis voilà, c'est bon, ça la pioche. Donc du coup, le fait qu'il coûte 1 mana, et qu'en même temps il y ait le fait de mettre au-dessus de la bibliothèque, de perdre des points de vie, ça compense. On va dire que tout ça, ça se stabilise, et pour moi, ça en fait un tuto aussi bon que Démonique Tutor, mais aussi plus flexible parce que c'est en éphémère. Voilà. Et du coup, ces trois cartes-là, pour moi, ce sont des très très bons tutos. Voilà. Faible coût de mana, donc du coup jouable dès le début de la partie. Si vous avez beaucoup de mana, et du coup, vous pouvez jouer la carte que vous êtes allé chercher derrière. Bon, dans le cas de Vampiric Tutor, du coup, si vous l'avez tuto, et que vous avez eu le temps de piocher la carte tout simplement, et je pense vraiment qu'il y a cette flexibilité en fait sur qu'est-ce que vous allez chercher, parce que en fait ça fait avancer votre plan de jeu. Je veux dire, c'est littéralement, vous allez chercher la carte qui sera bonne au moment où vous allez du coup lancer le tuto. C'est il y a un problème de board, le board est trop gros, je cherchais une vrasse, ok. J'ai besoin de sortir un gros truc qui tâche, du coup je vais chercher mon gros truc qui tâche. Et ça c'est vraiment toute la force du tutor. Mais évidemment, je ne suis pas resté là-dessus, parce que le noir... non mais attendez, je n'allais pas vous présenter 3 tutors noirs quand même. Non, j'en ai 3 de plus pour vous, mais ceux-là, ce sont des différents. Ce sont 3 tutors noirs qui sont des créatures. Alors, bon, vous allez me dire, oui, les créatures, mais alors, comment, explique-nous. Alors, j'en ai 3, j'ai Sidisi, Vizir Morte-Vivante, le Runescared Demon, qui est en français le démon scarifié de Rune, il me semble. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs j'ai pas trouvé la version française. Et Razaket au sang immonde, pardon. Donc vous remarquerez déjà qu'il y en a 2, c'est des démons. Voilà, il y a une logique. Démonique Tutor, les démons. D'accord, ok, bon, on a compris l'idée. En gros, pour expliquer un petit peu les stratégies des 3, parce qu'ils fonctionnent complètement différemment pour le coup. Bon, plus ou moins. Si d'ici, en fait, le but c'est que, ça c'est bon à savoir, pour en fait aller chercher une carte dans votre bibliothèque et la mettre dans votre main. Du coup, voilà, c'est le tutor classique, mais ça demande juste de sacrifier une créature, et vous avez un bon body derrière, c'est une 4-6 contact mortel. Donc bon, si vous ne l'avez pas sacrifié, c'est un bon choix. De l'autre côté, on a le Runescared Demon, pardon, je vais l'appeler comme ça, c'est la version anglaise, qui en fait, lui, c'est quand il arrive sur son bataille, et du coup, il va vous chercher une carte et la met dans votre main. Mais en plus, c'est une 6-6 vol, je veux dire, pour cette mana, c'est plutôt correct, je pense. C'est quand même un gros body, il vole. Et en plus, le fait d'arriver sur le champ de bataille, encore une fois, donc là je vais le dire pour les deux, parce que ces deux-là, ceux qui sont concernés, mais étant donné qu'on a maintenant Aminatou qui fonctionne dans le blink, et qui a intégré le noir en fait dedans, du coup le fait de pouvoir blinker ces créatures-là, honnêtement c'est vraiment top. Pour le coup, j'ai monté une petite version d'Aminatou perso, d'ailleurs tiens, allez bonus, dans la description de la vidéo je vous mets la liste, il me semble que je l'ai enregistrée.
Donc voilà, comme ça vous aurez dans la description la liste d'Aminatou, ma petite version sympa, du coup qui diffère aussi du deck mentor que j'avais pu faire. Mais voilà, en gros, Runescarred Daemon dedans, en fait, ça permet d'être très efficace, surtout d'aller chercher les différentes pièces, en fait, par exemple, pour les combos. Voilà, donc c'est très bien. CDC, bon, évidemment, ça demande de sacrifier des créatures, mais bon, c'est envisageable, quoi, je veux dire, c'est envisageable. Donc, du coup, ces deux cartes-là, le Blink, elles aiment bien, la réanimation, elles aiment bien aussi, tout ce qui les fait revenir sur le champ de bataille, c'est génial. Donc, du coup, très bien, très bien. Et le dernier, c'est Razaket. Alors bon, Razaket, lui, c'est un peu plus compliqué, parce que lui, en fait, il vous demande aussi de sacrifier une créature à la manière de CDC, mais surtout, en fait, c'est du tuto, juste en payant 2 points de vie et sacrifiant une créature. Pas une autre créature, pas lui. Malheureusement, il peut pas sacrifier lui, voilà. Bon, c'est le petit côté qui fâche un petit peu, mais on s'en fout, je veux dire. Après, je pense que vous allez avoir des créatures, il arrive avec, enfin, il coûte 8 mana à lancer, donc je pense que c'est largement envisageable. Mais surtout, en fait, derrière, le fait, c'est qu'il n'a pas de coût de mana à payer, il ne s'engage pas pour faire son effet. Donc du coup, tant que vous aurez des créatures à sacrifier et des points de vie à dépenser, ce qui est une ressource comme une autre, hein, je le rappelle, et bah du coup, derrière, vous pouvez chercher toutes les cartes que vous voulez. Et du coup, ce qui permet aussi d'assembler les combos encore plus vite qu'avec des effets d'arrivée sur le champ de bataille. Puisque là, c'est carrément une capacité activée. Voilà, donc... Vous avez des points de vie, vous avez des créatures, bah écoutez, allez-y, Razaket, hop, on est parti, en route. Le seul petit problème de Razaket, c'est le fait qu'il coûte 3 fois du noir, voilà. Donc du coup, c'est vrai que dans les decks avec beaucoup de couleurs, en dehors du bicolore en fait, et du monocolore, je pense que ça va être plus compliqué pour vous de le lancer et du coup de l'intégrer dans le deck. Mais bon, si vous avez moyen, franchement, je pense que ça vaut vraiment le détour. Ensuite, alors bon, il y a quelque chose qui est plutôt plaisant dans le noir, c'est aussi le fait d'avoir des Vrass. Mais des Vrass un petit peu différentes du blanc. Alors certes, il y en a qui sont des copier-coller, hein, Damnation, voilà, mais bon, ça je vais pas en parler parce que bon, c'est un classique, je pense que tout le monde le connaît. Enfin, du moins pour ceux qui connaissent un petit peu justement toute la période Time Spiral. Donc du coup, je veux dire, il y a des destructions de créatures en masse assez classiques. Moi j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, d'aller un petit peu sur les cartes qui vraiment ont un impact. Alors là, pourquoi elles ont un impact direct ? Mais j'en ai même une qui a un impact un petit peu plus sur le long terme. Alors du coup, on a la Guivre du Massacre, le Déluge Toxique et un Décret de Souffrance. Alors là, wow, il y en a qui ont sauté sur leur siège, ça y est, je le sens d'ici, je sens les vibrations là. La Guivre du Massacre, alors vous allez me dire, attends, c'est une créature et c'est une race? Oui, c'est une petite race en fait. Pour ceux qui connaissent pas, c'est quand elle arrive sur le champ de bataille, elle va faire que les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Mais, alors ça c'est l'impact direct. Bon, évidemment, Aminatou, Blink, tout ça... Ça peut être envisageable, je veux dire, mettre -4/-4 jusqu'à la fin du tour, ça semble plutôt pas mal non plus. Et surtout, en fait, il y a un deuxième effet. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle est mise dans un cimetière depuis le champ de bataille, ce joueur perd 2 points de vie. Du coup, ce qui fait qu'elle a un impact non pas uniquement au moment où elle est jouée, mais même plus tard. Parce que du coup, bah, plus tard, ça va être « Ah bah tiens, je vais peut-être faire une petite Vrass », et du coup, bah, la Vrass fait en sorte que la Guivre du Massacre voit tout le monde dégager, et du coup, ça fait perdre énormément de points de vie en fait aux adversaires. Et du coup, là, on est même sur autre chose. On est sur le fait de faire perdre des points de vie aux adversaires. Bon, ça j'en parlerai un petit peu après quand même. Donc voilà, la Guivre du Massacre, ça reste un grand classique du Commander, juste par cet effet-là. Et le fait que, bah, elle a un bon body, c'est une 6/5 quand même, mine de rien. Et derrière, bah, cet effet sur le long terme, où justement, bah, tu perds des créatures, tu sacrifies des créatures, et ben, ça va aller mal. Ça va aller mal pour ton cul, voilà. Le Déluge Toxique, je pense que c'est peut-être... Honnêtement, c'est ma race préférée en noir, parce que déjà, il coûte que 3. Là, d'accord, ok. Et en fait, il vous demande des points de vie derrière. Juste pour rappel, c'est quand même une carte qui a été éditée dans Commander 2013 à la base, et qui a été rééditée dans Eternal Masters, il me semble, voilà, enfin bon. Il y a juste eu une seule réédition derrière, donc du coup, c'est vraiment une carte qui a été prévue à la base pour le Commander. Et en fait, elle vous demande de payer des points de vie, X points de vie au total, voilà, donc vous choisissez votre numéro, et ensuite toutes les créatures gagnent -X points de vie jusqu'à la fin du tour. Donc du coup, déjà le -X points d'X, c'est une de mes capacités préférées, enfin, je veux dire, détruire toutes les créatures, c'est un petit peu, ouais. Il y a quand même une chose importante qui passe au-dessus du détruire toutes les créatures, c'est l'indestructible. Et malheureusement, on est dans un format où l'indestructible, c'est quand même quelque chose qui existe. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui n'est pas joué, où genre, il y a une fois, de temps en temps, une créature qui arrive avec l'indestructible, et puis voilà, genre une partie sur 15. Personnellement, moi, c'est rare que je vois pas dans une partie au moins une créature avec l'indestructible, ou une capacité similaire, voilà, qui fait chier, enfin bon, des trucs qui sont vraiment emmerdants. Le Déluge Toxique, il passe au-dessus de l'indestructible, donc c'est vraiment génial. Donc du coup, moi je l'aime beaucoup. Peu cher, donc du coup jouable très tôt. Pompe vos points de vie, mais donc du coup c'est une ressource qu'en noir généralement on a tendance à utiliser. Et -X, donc du coup passe
absolument au-dessus de toutes les capacités existantes. Derrière, la troisième, le décret de souffrance, bah alors là, oui, on est sur le plus classique. En effet, c'est un rituel qui dit détruire toutes les créatures. Voilà. Elles ne peuvent pas être régénérées, donc là, c'est encore un petit bonus, hein, parce que la régénération existe aussi en commandeur, malheureusement. Et surtout, il y a un gros bonus, en fait, sur cette carte, c'est le piocher une carte pour chaque créature détruite de cette manière. C'est-à-dire les vôtres, celles des adversaires. En multijoueur, c'est terrible. Honnêtement, je vois pas comment ça peut ne pas être joué, en fait. Alors après, le problème, c'est le coût de mana. Ça coûte 8. Ouais, je suis d'accord. C'est cher, mais en fait, la compensation derrière avec tout simplement l'effet Vras, l'effet pioche, elle est énorme. Je veux dire, vous allez récupérer beaucoup de cartes. Alors certes, bon, peut-être même trop de cartes, pourquoi pas, mais on s'en fout. Je veux dire, à ce stade-là, on est juste sur... C'est une Vras de fin de partie qui peut gérer le board, le reset tout simplement, le remettre à 0 pour éviter tout débordement de la part de quelqu'un, et surtout vous redonner beaucoup de ressources. Une ressource importante, ce sont les cartes. Parce que malheureusement, encore une fois, je pense que je vais le dire, mais la pioche est important, parce que il y a plusieurs ressources que vous utilisez dans une partie de Magic, tout simplement. Bah, vos points de vie, mais ça, bah, il y a des moyens de les regagner sans problème, quoi, je veux dire, c'est possible. Et puis surtout, bah, en fait, il n'y a que le dernier qui compte, mine de rien. De l'autre côté, ensuite, il y a vos manas, mais vos manas, vous les récupérez à chaque tour, bon, à part que si quelqu'un fait un coup de pute, voilà. Et le dernier, ce sont les cartes. Si vous n'avez pas les cartes à jouer, en fait, bah, le reste de vos ressources, il sert à rien. Voilà. C'est l'essence même, en fait, du jeu. Et du coup, bah, le fait de pouvoir repiocher des cartes à ce stade-là de la partie où on dit je peux dépenser 8 mana, bah voilà, ça fait du bien. Mais, attendez, j'ai même pas encore dit le meilleur dans cette histoire. C'est qu'il a un coût de recyclage, le décret de souffrance. Il dit tout simplement, pour recyclage 5, dont double noir, donc du coup vous allez pouvoir repiocher une carte, c'est sympa, et ça ne coûte que 5, et ben quand vous le recyclez, toutes les créatures gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Alors certes, du coup, on n'a pas le fait de piocher pour toutes les créatures détruites, mais un -2/-2, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Et surtout qu'en début de partie, enfin, je veux dire, à partir du moment où vous pouvez avoir 5 mana, et ben justement, ça peut vraiment déjà être intéressant, ça peut régler quelques problèmes, en fait, au niveau du board. Donc du coup, cette flexibilité, encore une fois, entre le gros coup de mana pour dire « je pète tout, je récupère mes ressources », et le coup de mana inférieur pour dire « je vais faire chier les boards qui, justement, bah, sont un peu plus faibles, les boards qui, éventuellement, bah, jouent des jetons, ou des elfes, oh mon dieu !» Et voilà, et du coup, c'est vraiment... Toute cette synergie-là, c'est vraiment d'un côté le gros spell, de l'autre côté le plus petit spell si jamais j'en ai besoin. Et du coup, bah voilà, pour moi, Décret de souffrance, ça reste un très bon effet de race, en fait, du coup, en rituel, encore une fois. Alors, la prochaine catégorie, elle est un petit peu bizarre. Je sais pas comment la citer, enfin, comment la mettre en avant. C'est une catégorie sacrifice, un petit peu bizarre. En fait, on a tout simplement 3 cartes que j'aime beaucoup. Certaines que j'ai eu du mal à avoir. Le façonneur de peste, le précepte d'Erebos et Sheoldred la susurrante. Alors là, on est sur 3 cartes un peu différentes, mais qui fonctionnent sur un truc très simple. C'est que vos adversaires, ils vont en chier pour garder leur créature. Le façonneur de peste, je vous en ai certainement... Il me semble que j'en ai parlé dans l'allégeance de Ravnica. Non, pas l'allégeance de Ravnica. Les guildes de Ravnica. Donc du coup, au mois de septembre. Alors du coup, c'est l'une des meilleures cartes, en fait, enfin, l'une des meilleures créatures qui fait sacrifier à tous les joueurs une créature. Pourquoi? Parce qu'on avait les fées, on avait le Flashback Marauder, je sais plus, Marauder Sac-Pot, voilà. Et on en avait un autre, l'exécuteur impitoyable, voilà. On avait ces deux-là qui étaient là, bah oui, bah quand il arrive sur son bataille, chaque joueur sacrifie une créature. C'était des 2-1 pour 3, voilà, bon... c'était sympa, mais du coup, face au façonneur de peste, elles ne font pas le point. Parce que le façonneur de peste, déjà, il a un plus gros body, c'est une 3-2. Et surtout, en fait, il demande à chaque joueur de sacrifier une créature ou un Planeswalker qu'il contrôle. Donc du coup, si on en a un qui joue un petit peu contrôle, voilà, par exemple, qui joue beaucoup de Planeswalker mais pas beaucoup de créatures, bah c'est vrai que du coup, lui faire sacrifier un de ses Planeswalkers, ça va un peu le faire chier. Mais surtout, il a encore un autre effet derrière, c'est que si les joueurs ne peuvent pas, du coup, sacrifier une créature ou un Planeswalker, bah du coup, ils sont obligés de se défausser d'une carte. Et là, on est vraiment un petit peu sur le too much, quoi. C'est genre, ah bah j'ai pas de board, bah du coup, ah non, j'ai rien à faire, mais c'est pas grave. Hein. Et puis, bah, j'ai pas à sacrifier. Et bah non, tu vas te défausser, mon coco. Et du coup, là, c'est un petit peu vraiment la petite cerise sur le gâteau. C'est vraiment le façonneur de peste, finalement. Il s'adapte bien contre toutes les stratégies, finalement. Bah, par les stratégies qui jouent avec beaucoup de créatures, ça évidemment, ils en auront un petit peu rien à foutre. Mais du coup, moi je l'aime beaucoup, c'est un petit peu le top du top si jamais vous voulez vraiment sacrifier vos propres créatures et faire en sorte de retirer une petite value. Mais, il y a une carte, la suivante, le précepte d'Erebos,
qui va très bien aussi dans les decks que vous sacrifiez vos créatures. Ou dans les decks où vous n'hésitez pas à les envoyer à la boucherie tout simplement, à toutes les détruire, etc. Enfin bon, c'est le précepte d'Erebos. Alors le précepte d'Erebos, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait le pacte de la tombe. Ça vous connaissez peut-être, c'est un enchantement qui va dire chaque fois qu'une de vos créatures meurt, qu'une créature que vous contrôlez meurt, chaque adversaire sacrifie une créature. Sauf que le précepte d'Erebos, il a un petit bonus que j'aime beaucoup, c'est le flash. Parce que le flash, alors vous dites, ouais d'accord, ça peut être sympa. En fait, le cycle des préceptes dans chacune des couleurs avait le flash, voilà. Et il donnait en gros, enfin c'était des enchantements qui en fait copiaient des enchantements existants, il coûtait juste un mana de plus que l'enchantement préexistant. Du coup là le précepte d'Erebos c'est un pacte de la tombe, mais du coup qui ne coûte que 2 mana colorés aussi, il n'en coûte pas 3 comme le pacte de la tombe. Du coup c'est aussi pour ça que je l'aime un peu plus. Et surtout, bah, le flash en fait c'est un petit peu, ah bah tiens je vais faire une race. Ah bah ouais écoute, alors en flash pour 5, boum, précepte d'Erebos, ça va aller? Ou alors par exemple je vais détruire toutes tes créatures, bah tiens je vais détruire 3 de tes créatures, infliger X à chaque créature, pour du coup tuer les tiennes, et là ben précepte d'Erebos en flash, ah ouais, pas mal. Voilà, donc il y a même des cartes avec lesquelles ça combote un petit peu, il y a des synergies assez sympas. Donc du coup voilà, je préfère précepte d'Erebos au pacte de la tombe, donc du coup, voilà, ma liste. Ensuite, chez Holdred la Susurrante, je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent la connaître, à partir du moment où il y en a qui aiment bien les Praetors dans vos groupes de jeu, que ça soit en commandant ou que ça soit du coup dans le deck directement, ça reste un gros classique du commandeur, puisque c'est un Praetor en fait qui déjà l'a traversé des marées, ça c'est cool, parce que honnêtement c'est pas quelque chose c'est pas une chose à laquelle on s'attend en fait tout simplement, donc du coup bon voilà, c'est sympa, voilà, c'est une 6-6 qui peut attaquer à travers les marées, c'est sympa. Mais en fait, bah, y a pas que ça quand même, je veux dire, pour ce coup-là, vous vous doutez bien qu'il y a autre chose. Tout simplement, en fait, il y a un côté réanimation, où au début de votre entretien, vous allez renvoyer une carte de créature de votre cimetière sur le champ de bataille. Du coup, réanimation, génial. Encore une fois, de la value sur le long terme, plus les tours durent, et plus vous allez avoir de la value. Mais par contre, malheureusement, c'est que à votre entretien. Oui, mais justement, parce qu'au début de l'entretien de chaque autre joueur, au début de l'entretien de chaque adversaire, eh ben, ce joueur, il va sacrifier une créature. Du coup, ce qui fait que là, vous avez un différentiel qui se fait au fur et à mesure des tours de la table. Si jamais Sheoldred, en fait, elle n'est pas gérée rapidement, le différentiel va vite se faire sentir. C'est-à-dire, bah, sur un tour de table, en fait, il y a une créature pour chaque joueur qui est du coup partie. Et derrière, vous avez une créature en plus. Alors bon, ça, certes, vous ne choisissez pas quelle créature ils vont sacrifier, c'est sûr. On peut pas non plus tout avoir, hein. Mais je veux dire, dans les decks où justement le nombre de créatures se fait un petit peu rare, où les créatures sont plus importantes que juste simplement avoir 15 jetons d'une même créature, on s'en fout, là c'est sûr, mais du coup, les decks où il y a un petit peu plus une value autour des créatures, et du coup ils vont le sentir passer. Et vous, pendant ce temps-là, vous allez surtout pouvoir récupérer des ressources que vous aviez perdues auparavant. Ce qui est encore une fois une très bonne chose, notamment dans des cas où justement les créatures elles ont des effets d'arrivée sur le champ de bataille par exemple, hein. Voilà, je vous en ai cité quand même quelques-uns, mine de rien. Et surtout des très bons effets d'arrivée sur le champ de bataille. Donc du coup voilà, Sheoldred, moi je l'aime beaucoup. Elle est dure à gérer en combat. Voilà. Elle a un gros body, donc voilà, c'est aussi pour ça. De l'autre côté, du coup elle a cette value pour vous, et elle a cet énorme désavantage pour les autres. Donc du coup, Sheoldred, toujours un gros impact sur la partie. Alors, certes on aime le sacrifice, on aime les vrasses en noir, mais on aime aussi pomper des points de vie. Beaucoup, moult points de vie. Et justement, j'ai 3 cartes pour vous qui, pour moi, ont fait toute la différence au niveau de mes decks où je pompe des points de vie. C'est 3 cartes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur design, je les aime beaucoup, voilà, c'est une petite part affectueuse autour de ces cartes-là. C'est Gary, alors non, bon, le marchand gris d'Asphodel, je vais vous expliquer Gary après. Kokusho, l'étoile du soir. Alors l'étoile du soir, c'est ça, j'ai plus le nom en tête. Et Exsanguination, alors Exsanguination, voilà. Donc du coup on a 2 créatures, un rituel. Alors là, des créatures, encore une fois, il y a des choses à faire autour, voilà. Alors Gary, le marchand gris d'Asphodel, parce que c'est Grey Merchant of Asphodel, donc du coup les Américains l'ont appelé Gary. Donc du coup, Gary, le marchand gris d'Asphodel, c'est tout simplement une créature qui fait un effet quand elle arrive sur le champ de bataille. Donc du coup déjà, on pense au Blink, on pense à tous ces effets-là. C'est une carte qui a un impact assez énorme dans les decks où il y a beaucoup de noir. Donc je vous avoue que le jouer dans un deck bicolore, moyen. Le jouer dans un deck tricolore, pas une bonne idée du tout. Donc du coup, à moins que vous ne jouiez que du noir dans votre deck tricolore, ce qui est assez bizarre, mais l'année. En gros, il va en fait pomper à chaque adversaire X points de vie, X étant
la dévotion au noir que vous avez, c'est-à-dire le nombre de symboles de mana noir qui apparaissent dans le coup de vos permanents. Et du coup, sur un deck mono noir, sur un deck même bicolore, ça peut faire très mal, surtout que vous gagnez autant que le nombre de points de vie qui ont été pompés. Alors ça, c'est en fait les vieilles mécaniques, parce que là c'est commun aux 3 cartes, hein. C'est vous, chaque adversaire perd autant de points de vie, vous en gagnez autant que ceux perdus de cette manière. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Parce qu'en fait, le Wizard se sont rendu compte, tout simplement que, ah bah ouais, en multijoueur, ça a l'air assez fumé quand même, mine de rien. Ben oui, mine de rien, oui, c'est assez fort. Parce que justement, le fait de pomper, par exemple, je sais pas, Gary, lui, arrive avec déjà deux mana noirs dans son coup. Donc, du coup, il y a un minimum de 2 pour chaque adversaire qui va être pompé. Imaginons que vous avez au moins, on va dire 6 ou 7 de dévotion au noir, il arrive, il pompe 7 à chaque adversaire, les 3 adversaires que vous avez en face, vous gagnez 21 points de vie. C'est beaucoup. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils se sont dit, bon maintenant ça va être X fixe, c'est ils perdent X, vous gagnez X. Voilà, point. Donc voilà, c'est la nouvelle stratégie, mais justement nous on profite de ces vieilles cartes, qui ne sont pas bannies du commandeur bien sûr, et qui elles pompent beaucoup de points de vie. Donc du coup Gary, lui, c'est quand il arrive sur le champ de bataille, avec la dévotion au noir, c'est très... ça demande une mise en place, c'est vrai que c'est vraiment autour de certains decks, ça va pas être dans tous les decks noirs que vous allez... Enfin, avec du noir que vous allez jouer, c'est sûr. Derrière, il y a Kokusho. Alors lui, c'est vraiment sur le sacrifice, parce que c'est bien, honnêtement, j'aime beaucoup Kokusho, j'aime beaucoup tous les dragons légendaires, en fait, de Kamigawa, la liste. Alors bon, il y en a qui sont un petit peu moins bien, oui, c'est sûr. Mais en fait, ils ont ce petit côté plutôt pas mal. C'est-à-dire que ce sont des créatures avec le vol, déjà, avec un bon body, là c'est une 5-5. Et surtout, en fait, ils ont un effet quand ils meurent. Alors donc du coup en commandant c'est pas top. Bon voilà. L'effet de Kokusho c'est tout simplement qu'il va pomper 5 points de vie à chaque adversaire. Et du coup ben voilà, ça va être 5, 10, 15. Hop, 15 points de vie pour moi. C'est déjà pas mal, mine de rien, pour une créature qui meurt, surtout que vous avez quand même des moyens de récursion qui existent en noir, mais dans d'autres couleurs aussi. Du coup là c'est aussi l'intérêt d'avoir des decks qui sont montés autour de la récursion quand vous jouez Kokusho. Ou autour des points de vie, tout simplement. Ce qui m'impressionne beaucoup en fait dans Kokusho, c'est que même si vous ne sacrifiez pas la créature, c'est-à-dire que bon, vous avez quand même une 5-5 vol. Derrière, qu'est-ce que vous allez avoir en face? D'autres créatures avec le vol, des gros body, des trucs un peu impressionnants, qui vont avoir des effets quand ils arrivent, éventuellement quand ils s'attaquent, ou quand ils vous infligent des blessures. Et du coup, vous avez un bloqueur qui dit, oui, mais non, mais attends, tu sais de m'attaquer, moi j'ai un bloqueur en fait là, qui vole, et qui dit, ok, tu perds 5 points de vie, moi j'en gagne 15. Et les autres aussi ils perdent 5 points de vie. Du coup, ce qui fait que ça dissuade un petit peu. Kokusho, c'est pas vraiment une créature que je vais utiliser pour attaquer, à moins d'être vraiment en position de force. Donc du coup, c'est là aussi où, en retournant sur notre théorie du 4 quarts, notre joli 4 quarts, il dit, bah justement, disons que dans le statu quo, il maintient le statu quo, ce qui est bien, je pense, c'est une bonne chose en fait, d'avoir quelque chose qui a vraiment un impact et qui établit un statu quo. Si vous êtes en train de perdre, du coup, vous avez un moyen de dissuasion en fait, tout simplement vis-à-vis des adversaires. Et si vous êtes en train de gagner, bah là, vous avez carrément un moyen d'attaquer en disant, bah voilà, si tu le bloques, bah écoute, tu vas quand même perdre 5 points de vie derrière. Donc j'aime bien, et enfin, si tu le tues, tu le bloques, au moins tu perds une créature, quoi. Et voilà, toute la stratégie autour de Kokusho, je l'aime beaucoup. Et puis bon, après, il y a les moyens de récursion et tout ça. Je me suis amusé dans quelques decks à jouer Kokusho et à faire revenir plusieurs fois sur le champ de bataille. Je vous avoue que c'est marrant. Voilà, on va quand même pas se mentir, c'est plutôt marrant. Voilà. De l'autre côté, Exsanguination, malheureusement, c'est un sort qui, bah, en fait, fait son effet directement. Mais ça reste encore une fois un classique du commandeur, et je ne pouvais pas passer à côté parce que j'ai vu des games gagner autour. Alors oui, il y en a un autre qui existe en blanc-noir, je sais. On va pas en parler, parce que voilà, là on est dans la vidéo sur le noir, tout court. Et il y en a un autre en blanc-noir qui en fait pompe double fois X, mais malheureusement il coûte plus cher aussi au niveau des mana colorés, etc. Donc là, Exsanguination, pour moi, il reste assez abordable, rapidement. Et du coup, il vous permet aussi, ben, justement, encore une fois, de renverser la situation en fait dans les trois états de la partie qui sont avancés. C'est-à-dire voilà, le ex-aequo, bah du coup vous pouvez pomper des points de vie pour vous regonfler un petit peu, voilà. Pareil si vous êtes en train de perdre, si c'est la catastrophe que vos points de vie sont en train de descendre à vitesse grand V, bah du coup vous pouvez aussi en profiter. Et la partie où vous gagnez, bah du coup vous pouvez carrément gagner la partie sur un exsanguination. Je l'ai déjà vu plusieurs fois, c'est pas marrant parce que c'est, je lance mon sort, est-ce que quelqu'un a un contre? Non, bon bah du coup j'ai gagné. Ok. Voilà, c'est un petit peu ce genre de sort là où en fait, bah, à partir du moment où il n'y a pas de réponse directe, bah c'est fini. Après, là j'ai fait une petite liste de quelques cartes qui pour moi sont des cartes vraiment wow. Elles ont un impact lourd sur les adversaires ou sur votre propre plan de jeu. Et alors du coup je vais commencer avec mes trois petites
préférés, on va dire, Omnixilis libéré de ses chaînes, Tourment de grêle de feu, et Mikaeus le maudit. Et oui, voilà, je pense qu'il y en a certains qui vont dire « Oh putain, il a parlé de ces cartes-là !» Oui, écoutez, on est obligé d'en parler. Là, on est en train de parler des meilleures cartes du noir, pour moi c'était un petit peu obligatoire. Omnixilis libéré de ses chaînes, alors déjà, je tiens à faire une précision, si quelqu'un en a un à l'échange, je suis prêt à le prendre, voilà, parce que c'est l'une des seules cartes que j'ai pas dans cette liste, et je vous avoue que ça me la met un peu de travers, voilà, soyons honnêtes. En fait, Omnixilis, je l'aime beaucoup pour toutes les capacités qu'il a. Bon, déjà, c'est une vol piétinement, t'es là, ouais, bon, ok, c'est dit direct. Elle a pas un gros body de base, en fait, mais il y a tellement de choses qui fonctionnent bien dans ses capacités, c'est juste que elle a quelque chose qui fait chier tous les joueurs de Commander, quasiment tous. Mais même les joueurs de budget, généralement, ils vont le faire, c'est-à-dire, quand un adversaire cherche dans sa bibliothèque, c'est, alors là, on va commencer à parler un petit peu serious business, tout simplement, le fait est que les joueurs en Commander vont chercher leur bibliothèque. Je vous ai parlé des tutors, juste au-dessus, il y en a dans toutes les couleurs, je vous en ai parlé en blanc, je vous en ai parlé en bleu, je vous ai parlé des terrains qui vont chercher aussi d'autres terrains, qui vont du coup vous permettre de fixer le mana, que ce soit les terrains, du coup, les fetch chers ou les fetch pauvres, tous vont chercher dans la bibliothèque. Il y a plein de cartes qui font ça. Il y a les tutos des artefacts, il y a les tutos des enchantements, il y en a plein. Et je veux dire, c'est quelque chose qu'on fait de manière systématique dans une partie de Commander. Je vous jure. La prochaine fois, prenez un petit calepin, ou une feuille de papier, et à chaque fois que quelqu'un va chercher dans sa bibliothèque une carte, faites un trait. Je vous jure qu'à la fin de la partie, vous allez vous rendre compte que, ah ouais, c'est quand même arrivé 5, 6, 7 fois durant la partie, peut-être même plus, il y a des decks qui sont vraiment axés autour du fait d'aller chercher, en noir par exemple, d'aller chercher les cartes qu'il faut. Ouais, ça peut être intéressant. Et du coup, le fait est que Omnixilis, avec cette capacité qui dit, du coup, ce joueur va sacrifier une créature et va perdre 10 points de vie, enfin, 10 points de vie, c'est énorme. En limité, je me souviens d'être tombé contre, c'est putain de pété. Et alors, en plus, en limité, vous ne va pas chercher non plus une tonne de cartes. Mais bon, quand vous êtes en train de fixer avec vos fetchland, c'est sûr que vous êtes en train de dire, ah merde, je vais peut-être pas fetcher, ouais, mais j'ai besoin de ce mana là, donc oui, c'est un peu chiant. Donc du coup, oui, Omnixilis, oui. Vraiment un gros impact, et surtout derrière, à chaque fois qu'une autre créature meurt, vous mettez un marqueur +1/+1 sur lui. Du coup, ce qui fait que chaque fois qu'un adversaire va le chercher dans sa bibliothèque, il va perdre une créature, il va perdre 10 points de vie, et Omnixilis va devenir plus fort. Et le pire, c'est que derrière, il s'active pour toutes les créatures qui meurent, c'est-à-dire même les vôtres. Et là, c'est fort, parce que du coup, les jeux sacrifices, etc., il y en a beaucoup dans lesquels Omnixilis serait vraiment très très bon. Et voilà, c'est encore une fois tout ce côté-là, c'est qu'il peut fonctionner juste avec sa dernière capacité tout court. Juste, voilà, vous mettez un marqueur +1/+1 sur lui quand il y a une créature qui meurt. Voilà, ça c'est le truc qu'on a retrouvé d'ailleurs avec, comment il s'appelait encore, le vampire cordial, quand j'ai parlé d'Horizon du moderne. Et du coup, là, on a un petit bonus, c'est carrément le fait, chercher la bibliothèque, et du coup, t'es puni, et puis moi, je me booste. Et c'est vraiment la stratégie démon, hein, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à dire. Le tourment de grêle de feu, je pense qu'il y en a pas mal qui devaient se douter que j'allais en parler, je veux dire, on parle des meilleures cartes du noir. Je pense, j'ai vu des groupes de jeux la bannir, carrément, tellement ils ont trouvé ça fort. Et le problème, il est là, c'est qu'encore une fois, comme Exsanguination, c'est un rituel, enfin c'est une carte, à partir du moment où elle est jouée, si t'as pas de contre-sort, c'est fini, voilà, t'as plus qu'à pleurer. Alors déjà, il coûte X plus de noir, et en fait, le X correspond au nombre de fois où vous allez faire le processus suivant. Chaque adversaire perd 3 points de vie, à moins qu'il ne sacrifie une créature, ou qu'il ne se défausse d'une carte. Donc en gros, c'est, si tu peux pas te défausser, ou si tu peux pas sacrifier une créature, tu perds 3 points de vie d'office. Et du coup, ce qui fait que les tourments de grêle de feu, ne serait-ce, j'en ai vu lancer par exemple pour 10. C'est fort, je veux dire, au maximum, vous allez pouvoir faire 30 blessures, enfin, faire perdre 30 points de vie à un adversaire. S'il a plus de carte en main, s'il a plus de board. Du coup, c'est aussi une très bonne carte, généralement, quand vous êtes en statu quo. Mais pas le statu quo où, genre, tout le monde a un board énorme, mais en fait, le statu quo où, justement, la vrasse vient de passer. C'est genre, quelqu'un a dit, je vais lancer un décret d'annihilation. Non, peut-être pas un décret d'annihilation, parce que du coup, il aurait pioché une carte. Enfin, il aurait pioché plein de cartes, plutôt. Mais voilà, j'ai décidé de lancer mon déluge toxique pour faire -X sur toutes les créatures. Tout est mort, j'ai perdu des points de vie dans le processus, c'est pas grave. Mais du coup, là, on peut repartir, on va être en mode top deck. Oui, mais le top deck, vous l'avez déjà dans la main. Vous avez le tourment de grêle de feu. Donc déjà, alors après, peut-être que la personne, ça peut être vous, imaginons, hein, voilà.
vous avez dit je sens que ce tour-ci ça va être mon tour, je décide de Vrass, et puis derrière je joue mon tourment de grêle de feu pour vraiment finir la partie. Donc du coup ce qui fait que sur un statu quo, sur un moment où vous êtes en train de perdre, sur un moment où vous êtes en train de gagner, c'est le clou final. Alors le clou final, si vous avez bien calculé votre coup, si vous avez dit ah, attends, faut que je calcule combien ils ont de cartes en main chacun, vous avez moyen de certainement éliminer au moins un joueur, dans le meilleur des cas 2, enfin c'est ce que vous allez essayer de viser, et si possible, vraiment dans le top du top, d'essayer d'éliminer tout le monde en même temps. Ce qui serait vraiment le top, et bien sûr, et bon après, évidemment, chacun pioche des cartes de manière différente, etc. Chacun a un board différent, donc du coup pas forcément facile. Et ce tourment de grêle de feu, je l'ai vu jouer plusieurs fois, à chaque fois ça a eu un gros impact, et je veux dire, c'est pas une carte qu'on peut dénigrer, quoi. Et en plus, vous savez quoi? Eh ben, elle était rare dans l'extension. C'est-à-dire que en limité, on se l'a tapé aussi, et c'était plutôt pas mal, voilà, c'est assez marrant. La dernière carte, Mikaeus le Maudit, alors je vous en ai parlé dans mon retour sur ce qui s'est passé à Strasbourg pour le Magic Fest, et bah, je vous avoue que j'y ai pensé beaucoup à cette carte. Et je l'ai vu dans pas mal de stratégies, les stratégies bah, déjà réanimation, récursion, etc. Puisque bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, tout simplement, bon déjà le fait que les créatures humains qui vous infligent des blessures sont détruites automatiquement, oui c'est pas mal, oui ça a l'air sympa, mais surtout en fait ce petit côté où les créatures non humains que vous contrôlez ont +1/+1 et la survivance, ce qui fait que du coup vous avez moyen d'avoir des synergies avec bah, marqueur +1/+1 avec la survivance, du coup bah, la survivance qui revient avec le marqueur +1/+1, et derrière par exemple de faire, ah oui bah, je vais mettre un marqueur -1/-1 sur la créature en question. Ça peut être une synergie aussi. Et derrière, alors littéralement, je suis en train de penser à un truc avec Yogg-Zebul, Yogg-Moth de l'extension Modern Horizon. Je suis là, oh, il y a un truc à faire peut-être. Donc bon, excusez-moi, là je suis en train de déconner. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, ouais, oh là, inspiration en direct. Ouais, donc du coup, cette synergie-là, je l'avais vue bah, justement avec la baliste, etc., avec les moyens de sacrifice. Et du coup, bah, ça permet de donner des synergies assez débiles. Alors bon, il est très noir encore une fois, mais franchement, ça reste une carte pour moi qui... Bah, tout ce qui est réanimation et récursion de créatures, je trouve ça vraiment très fort. Et Mikaeus, bah, il fait le boulot à lui tout seul en fait, puisqu'il... Bah, il donne tout ce qu'il faut en fait, l'outil principal, la survivance à toutes vos créatures, à lui tout seul. Alors j'ai une carte que j'ai mise à part parce que c'est le seul Planeswalker que j'ai cité dans cette liste du noir. Vous allez me dire, oh là, le seul? Oui, le seul. En fait, parce qu'il a une capacité que j'aime beaucoup et qui est juste tellement stupide. C'est Sorin Markov, oui, l'original, celui qui coûte triple noir, qui est mono noir, donc du coup, il me semble que c'est le seul d'ailleurs de Markov. Enfin, de Sorin, de Sorine, je sais pas comment vous l'appelez. Mais en gros, moi ce qui m'intéresse, c'est son -3. Voilà, il a un petit +2 qui fait 2 blessures à une cible, créature rouge, enfin n'importe quelle cible, pardon, et vous gagnez 2 points de vie, ok, sympa. Et il a surtout le -3 qui dit que le total de points de vie de l'adversaire ciblé devient 10. Bon, il y a le -7 qui est cool aussi, vous contrôlez le joueur ciblé durant son prochain tour. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal aussi, c'est vrai que c'est assez marrant. Mais pour ça, en fait, je trouve qu'il a vraiment... Ses capacités en moins, en fait, elles sont vraiment très intéressantes à elles seules. C'est vraiment juste, bah du coup, passer les points de vie de l'adversaire ciblé à 10, c'est juste une punition totale, quoi. C'est vraiment, bah t'es encore à 40 points de vie parce que tu joues un deck de merde dans lequel on peut pas t'attaquer, etc. Bah t'as 10 points de vie, voilà. Et je veux dire, la prochaine fois que tu te prendras, bah, que tous les joueurs se prendront X dans la gueule, par exemple, eh bah écoute, tu te prendras cher, quoi. Voilà, c'est tout simplement ça. Et j'aime beaucoup cette carte. Je veux dire, c'est vraiment... c'est une capacité directe, il arrive, il peut le faire. Et du coup, ce qui fait que pour Sylve, vous avez dit, bah, toi, tu passes à 10, point. Et derrière, bah, en plus, il est encore en vie, Markov, il est pas mort direct. Donc du coup, j'aime beaucoup ça. Et bon, bah, du coup, le petit bonus, voilà, de... Je peux contrôler le joueur ciblé, bah, écoutez, ça peut être pas mal, ça fait gagner... Il fait gagner des points de vie, en plus, avec son +2, qui est quand même un +2, mine de rien. Donc, je pense, ouais, c'est assez sympa. Et on va finir cette liste des cartes du noir avec 3 terrains. Alors, bon... Il y en a un qui est peut-être un petit peu moins bien que les autres, mais que j'aime beaucoup, que j'ai découvert récemment. Vous allez vite vous rendre compte de pourquoi. Alors déjà, on a Urborg, tombe de Yogg-Moth, de Yogg-Zebul, du coup, comme on en parlait tout à l'heure. On a le Cabal Coffers, les coffres de la coterie. Et on a la Phyrexian Tower, la tour Phyrexian. Alors du coup, vous comprendrez pourquoi est-ce que la tour Phyrexian, je me suis intéressé récemment. Voilà, puisqu'il était réédité dans Ultimate Masters, tout comme Urborg d'ailleurs. Là, je vous ai mis la même jolie version de Box Stopper.
que j'ai, peut-être que... Non, peut-être qu'un jour je vous la ferai gagner. Allez, ok, peut-être, j'y réfléchirai, parce que bon, c'est quand même des sous, hein. Donc voilà, peut-être que je vous ferai gagner le Urborg, tombe de Nyxéboul en box-topper un jour. Sinon, alors du coup, les 3 cartes en elles-mêmes, elles fonctionnent de manière très différente. On n'est vraiment pas sur le même genre de terrain. Alors là, on n'est pas sur des trucs de récursion qui remettent au-dessus des bibliothèques, non. Là, je suis en train de parler vraiment de cartes qui ont un impact assez limité par elles-mêmes, on va dire, mais en fait, qui dans les bonnes conditions peuvent vraiment avoir un impact génial. On va commencer avec Urborg, déjà qui dit que tous les terrains sont des marais en plus de leurs autres types. Donc du coup, ils ont le sous-type de terrain, marais, voilà. Ce qui fait que ce ne sont pas des marais de base, bien sûr, mais par exemple, on en a parlé tout à l'heure, Sheoldred, elle a traversé les marais, mais elle est contente, du coup, elle est contente. Donc du coup, si vous jouez un deck Sheoldred, jouez Urborg par pitié, faites plaisir à Sheoldred. Déjà, ce petit point-là, ça semble rien, mais en fait, au niveau du fixing, vous jouez un deck qui joue du noir, mais qui ne joue pas mono noir ou bicolore, même en bicolore, vous pouvez vous permettre de le faire. Honnêtement, le Urborg, il est juste au top. Parce que derrière, vous fixez tous vos terrains, vous avez automatiquement du noir, quoi. C'est génial, moi j'aime beaucoup. D'autre côté, il y a la combo du coup avec la grosse synergie avec le Cabal Coffers, qui est juste à côté, les coffres de la coterie. Puisque pour 2, il s'engage, il fait du mana noir pour chaque marais que vous contrôlez. Du coup, ce qui fait que vous contrôlez plein de marais, puisque vous contrôlez que des marais, avec le Urborg à côté. Du coup, ce qui fait que ces 2 cartes-là, en fait, c'est vraiment une synergie très forte. Donc, si jamais vous jouez des tutos, que vous jouez que vous voulez jouer full mana, enfin gros mana, bah écoutez, peut-être que Urborg et Cabal Coffers, ça peut être 2 cartes que vous allez chercher avec vos tutos. Voilà, juste suggestion comme ça. Et du coup, ce qui fait que Cabal Coffers, c'est connu pour être vraiment une carte avec beaucoup de synergie, et du coup qui fait une quantité de mana assez énorme à chaque fois. Et franchement, en fait, cette carte Cabal Coffers, je l'ai pas vu souvent jouer, mais ça reste quand même l'une des cartes qui, quand elle est là, on sait qu'il va se passer des choses. Voilà. C'est vraiment juste parce que ça peut produire plein de mana, et c'est quelque chose que le noir ne fait pas naturellement, comme beaucoup de couleurs bien sûr, mais je veux dire, le noir le fait vraiment avec beaucoup de difficultés. Et du coup, Cabal Coffers, ça reste un moment où d'un seul coup, vous pouvez dire, je joue noir, Cabal Coffers, bam. Et puis là, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de mana qui est fait, et vous pouvez jouer plein de sorts, ce qui fait que le noir, il aime bien jouer les sorts. Et la tour Phyrexiane, alors ça c'est... Honnêtement, je m'attendais pas à la mettre dans cette liste, et puis j'y ai repensé, je me suis dit, quand même, je l'ai testé dans pas mal de decks depuis que j'ai ouvert cette carte-là, dans Ultimate Masters, et franchement, ça a d'impact, quoi. Déjà parce que ça fait systématiquement du mana, certes, mais surtout parce que ça vous fait sacrifier les créatures, ce qui peut être une de vos stratégies, tout simplement. Dire, voilà, je suis sur un deck sacrifice avec du noir, bon, il y a le noir blanc, il y a le noir vert, il y a le noir rouge avec le sacrifice depuis récemment, et c'est vrai qu'on est là, écoutez, il y a toutes les combinaisons possibles, il y a plein de choses dans lesquelles sacrifier une créature, c'est un point positif, et c'est quand même une bonne chose. Et puis derrière, en plus vous sacrifiez une créature, non pas pour faire 2 incolores, comme par exemple un hôtel d'Ashnod, mais pour faire 2 mana noirs. Là, c'est fort quand même, je veux dire, vous faites 2 mana colorés, littéralement, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Et juste pour un petit rappel quand même, la tour Phyrexiane, elle avait été éditée dans une seule extension avant, c'était dans le bloc Urza. Généralement, les cartes du bloc Urza, pour la plupart, surtout quand elles valent beaucoup de sous, comme la tour Phyrexiane à l'époque, c'est qu'il y a une raison. Donc du coup, derrière, il y a les synergies qui sont possibles, et là, elle était rééditée en plus dans Ultimate Masters, ce qui fait que du coup, elle est moins chère. Donc, pourquoi pas faire un petit achat? Voilà, je propose, voilà, je propose. Donc, voici ma liste des cartes noires les plus fortes. Alors certes, il y en a beaucoup d'autres. Honnêtement, le noir, ce qui a été compliqué, c'est pas de faire le tri, de dire qu'est-ce qui est vraiment bon, qu'est-ce qui a un impact comme le bleu, c'est plutôt de dire qu'est-ce qui a le plus d'impact possible. Et encore, je sais qu'il y en a, vous allez me dire, oui mais il y a telle carte, il y a Nether Void. Non, ne parlez pas de Nether Void, pitié. Nether Void, ça contrecarre tous les sorts à moins que son contrôleur ne paye 3, c'est un enchantement, je vous jure, c'est horrible. Mais non. Non, le but ici, c'était vraiment de faire un petit peu un tour aussi des différentes stratégies du noir. Et encore, je peux parler de la pioche par exemple, mais la pioche, il y a plein de cartes qui font piocher qui sont sympas, mais pour moi, elles n'ont pas non plus un impact de fou. Voilà, donc, franchement, là, je vous ai parlé un petit peu des cartes qui, pour moi, ont laissé un peu une empreinte
C'est mon top, hein, voilà, c'est pas les meilleures cartes de tous les temps et tout, classées avec tout le monde qui a voté pour. Encore une fois, c'est mon top des cartes parce qu'il y a plein de choses à faire autour, parce qu'elles ont vraiment un impact fort. Et écoutez, moi en tout cas, j'en suis plutôt satisfait. Et j'espère que vous aurez apprécié ces cartes-là et que vous aurez éventuellement découvert des cartes. En tout cas, moi je vous avoue que quand j'ai découvert celle-là, j'étais très content. Du coup, il ne me reste plus qu'à vous dire, eh ben tout simplement d'aller nous retrouver sur les réseaux sociaux pour commencer, puisque ben on est partout, ouais, on est partout, non, pas partout non plus, mais au moins sur Facebook et Twitter. La tour de commandement est sur Facebook, à tour de commandement, pardon, une petite boulette de ma part, et sur Twitter, @tourdecom avec 2 M, et vous avez aussi notre adresse mail. Voilà, j'ai pas reçu beaucoup de mails ces derniers temps, voilà, j'ai reçu quelques petits mails de remerciements, ça fait plaisir. Mais j'ai pas reçu beaucoup de mails, par exemple, pour me proposer des decks dans lesquels vous voudriez un petit coup de main, pourquoi pas. Ça me fait toujours plaisir de réfléchir un petit peu avec vous sur qu'est-ce qui pourrait fonctionner. Surtout que, bon, vous me proposez des commandants que je ne jouerai peut-être pas, mais du coup, je m'y intéresse et ça me donne des idées aussi derrière. Et derrière, vous pouvez me retrouver, moi, Eronim, sur Twitter, @eronimfr, et sur Facebook, @eronim tout court. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et salut à tous!